Donc, Sénane, je te remercie beaucoup pour ton exposé clair, bien fourni. Et bon, voilà, il n'y a rien à ajouter. Et je dois retenir de ton exposé que l'OMS, c'est un État, en fait, dans l'État, hein, et que les recherches ont été financées sur des fonds étatiques, mais que le vaccin n'est pas à ce jour comment dire, gratuit pour tout le monde. On doit encore l'acheter. Donc, on a financé la recherche et on paye en plus pour se faire vacciner. Donc, bon, c'est ce que j'ai pu retenir. Et mis à part ça, bon, écoute, qu'est-ce que j'ai à rajouter? Rien de plus. Je vais, Edem ou François ont peut-être quelque chose à rajouter. Je n'ai rien du tout à rajouter. Je crois que l'exposé était très fourni en documentation, dans ce qui fait que la documentation fait foi et je n'ai rien du tout à rajouter. Je crois qu'il a dit tout, il a abordé tous les aspects dont on attendait de son exposé. Donc, je n'ai rien à rajouter, mais j'ai quelques questions à lui poser si on arrive au moment des questions. Parfait. Clitus, au exposé, franchement, j'avais plein de questions dans ma tête et cet exposé a répondu à beaucoup de mes questions et même à celles que je ne me posais pas avant. Donc, franchement, ça a été vraiment complet et j'espère que ça va vraiment servir à tous ceux qui auront accès à ce document. Donc, maintenant, si vous voulez bien, on peut passer aux questions. Moi, je peux lancer une première question déjà. C'est dans tout ce qu'on a vu, on a pu réaliser qu'il y avait un rôle prédominant de l'OMS, mais également des fondations Bill Gates. Est-ce que, Séname, dans tes recherches, est-ce que tu as remarqué une action ou une pro-action du législateur togolais dans tout ce fonctionnement-là, tout ce magma de fonctionnement, de procédure? Est-ce que le législateur a intervenu à un moment donné pour demander des comptes, pour poser des conditions? Voilà ma première question. Le législateur togolais, non, je n'ai aucune trace de ce qui serait ou un rapport de force ou même juste un questionnement pour que les choses soient plus claires ou une initiative concertée pour demander plus de garanties. Non, aucune trace. Le Togo a juste ratifié COVAX. Je n'ai même pas vu que le pays soutenait spécialement l'initiative de l'Afrique du Sud et de l'Inde pour la dérogation sur les brevets. Non, je n'ai rien vu de la sorte. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce contexte de rapidité ou de précipitation, où on a demandé un peu aux États de prendre des mesures un peu urgentes, on se rappelle bien qu'il y a eu donc cet état d'urgence qui a été décrété, etc., etc. Et le vaccin qui a été imposé, enfin, le vaccin qui a été donné gracieusement au Togo, le législateur togolais, on est bien d'accord, ne s'est pas levé, ne s'est pas avancé pour demander des garanties supplémentaires à ce qu'on nous a mené en fait sur le territoire national. Si je comprends bien. Non, du tout. C'est même la culture, en tout cas, si on s'en réfère au site officiel de le média officiel du gouvernement, c'est en fait c'est qu'on est, comment dire, ce qu'on lit entre les lignes, c'est une sorte de fierté d'être aidé en réalité. Voilà. C'est des titres comme le Togo est exceptionnel. Le Togo est l'un des premiers pays à recevoir les vaccins. On n'a pas l'impression que ces gens voient le côté problématique du fait d'être mis systématiquement dans une position d'enfant. On serait, nous, les Africains, des enfants et les Occidentaux seraient des adultes
Et à chaque fois, ils nous tendraient la main sans même qu'on demande, hein, puisque c'est eux tout seuls qui ont décidé de nous aider. Comme tu Et as on dit. reçoit cette aide comme une sorte de médaille en réalité. Et si la première manifestation de fierté aurait été de questionner le COVAX lui-même pour en Voilà. exiger une application plus comment dire, plus respectueuse de nous par son côté capacitation. Voilà. Et pas seulement sur de l'aide, parce que en actionnant ce mécanisme-là, on rentrait dans une relation plus, on pouvait un peu plus se parler les yeux dans les yeux, parce que COVAX aurait pu favoriser une coopération entre Moderna et des startups africaines. Euh, euh, ça aurait Des laboratoires responsabilisé ces africains. big, voilà, ça aurait responsabilisé ces gros laboratoires sur ce que c'est que la réalité des pays africains. Ça aurait donné un coup de fouet à notre propre recherche à nous. Et on serait rentré dans un cycle un peu plus vertueux Exactement. et de respectabilité où des humains collaborent, se parlent, font des choses. Mais là, tout de suite, la culture a été celle de l'infantilisation. Et pour une sorte de programme qui est devenu du courtage, on achète aux grandes entreprises et on distribue aux pauvres, quoi. C'est-à-dire que ça aurait pu être propice même au transfert de technologie, même, en fait, ce contexte-là. Exactement. D'accord. Tout à fait. Sinon, mais moi, je peux me tromper, hein, mais il me semble que le côté, c'est-à-dire la démarche capacitation a été abandonnée parce que ces organismes ont remarqué que même si ils allaient dans ce sens, les États africains n'ont pas les moyens techniques qu'il faut pour suivre. C'est peut-être aussi cela qui explique que finalement, bon, les États africains se sont juste contentés de, comme tu le disais, d'être, comment dire, de recevoir sans trop réfléchir, quoi. D'accord. Donc, Oui, je pense qu'il n'y a même pas eu la réflexion en réalité. Oh, oui. Mais on ne peut pas en vouloir à l'OMS ou aux Occidentaux pour cela. C'était à l'Union africaine Oh, de de jouer ce lancer une rôle. sorte comment dire, de task force pour réfléchir à une solution panafricaine et là, avancer des arguments qui auraient verrouillé COVAX sur de la capacitation. Parce qu'en réalité, il y a au moins 2 pays en Afrique, dont l'Afrique du Sud, qui ont une capacité de production à l'échelle de vaccins. Le Nigeria montre que on peut faire de la recherche avec relativement peu de fonds. Ils sont confiants en leurs vaccins. Ils l'annoncent même pour avant la fin de l'année, mais il faut se dire qu'ils le font sur fonds propres en étant isolés, comme le Nigeria. L'Afrique, dans le cadre de dispositifs panafricains, se serait mis en projet de produire un vaccin, ça aurait été très rapide et avec l'aide et le vrai rôle de COVAX qui aurait dû être de faire la courroie de transmission entre tous les organismes de recherche, on aurait pu avoir un vaccin africain très vite. Mais je pense même pas que ça a été sérieusement étudié au niveau de l'Union africaine. Donc, ça pose la question de la légitimité de cet organisme. Et puis moi, quand on est exposé, ce qui m'a un peu effrayé, je dirais, c'est que c'est les règles régissant en fait les décisions prises par l'OMS, c'est-à-dire ces décisions sont supérieures. Et tu as eu à nous exposer la hiérarchie des normes constitutionnelles. Et à la tête de ce triangle, il y avait, il me semble, si je ne me trompe pas, c'est la Constitution. Les traités internationaux et le droit européen en général. Voilà, et là, dans quel positionnement on peut mettre les décisions prises, je dirais même imposées par l'OMS? Je suis désolé de te dire que ce sont des normes qui ont valeur supraconstitutionnelle, qui sont supérieures à la Constitution, parce qu'on considère que quand on adhère à ces traités-là, préalablement, on a déjà jugé de la constitutionnalité de ces normes. Donc, une fois qu'on a adhéré, il y a une présomption de constitutionnalité déjà de ces normes qui ont déjà été appréciées par les législateurs. Et une fois que c'est adhéré, que c'est fait, que c'est acté, ces normes ont une valeur supérieure à la Constitution. Donc, très exceptionnellement, les États peuvent y déroger. Une fois qu'ils ont adhéré, ils peuvent
très exceptionnellement y déroger, malheureusement. Oui, c'est ce que dit le règlement sanitaire international dit très clairement qu'en cas de crise sanitaire majeure, tous les États membres s'engagent à respecter toutes les consignes émanant du Conseil mondial et à faire en sorte que toutes ces consignes priment sur les lois et les codes juridiques des États. Donc, ça fait vraiment violence aux lois particulières. Tout à fait, oui. Bon, en principe aussi, lorsque les États adhèrent à des organismes tels que l'OMS ou l'UNESCO, il y a souvent débat au sein des assemblées nationales. Voilà. C'est-à-dire que il y a toujours, c'est comme lorsqu'il y a aussi des lois européennes, hein, il y a toujours les assemblées nationales qui débattent et aussi avant de ratifier définitivement ces accords. Bon, c'est qu'il ne se passe pas en Afrique. Hein. Voilà. Donc là, pareil, on pourrait s'interroger sur les conditions d'adhésion à ces tests-là en Afrique, chez nous particulièrement. Mais ceci dit, il n'empêche qu'il y a toujours des études. C'est-à-dire que quand les législateurs se rendent compte que ces tests, dans leur application, peuvent quand même aller à l'encontre des normes constitutionnelles, on a toujours le gendarme là qui est là, le Conseil constitutionnel qui peut toujours étudier, émettre des réserves, etc., pour pouvoir atténuer un peu cette force-là de ces normes-là. Mais encore faut-il qu'on ait un Conseil constitutionnel qui veuille le faire et qui soit compétent pour le faire. Malheureusement, je pense que ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays africains. Je te remercie pour l'exposé hein, qui était très fourni. Ma question concerne le Togo. Tu avais donné le chiffre de 11 000, je crois, 11,7 milliards qui a été budgété par le Togo pour financer à la fois les vaccins et la vaccination. Est-ce que tu as des informations si nos autorités ont déjà passé des commandes? Quand est-ce qu'ils comptent les recevoir et quels sont les types de vaccins qu'ils veulent commander? Est-ce que c'est du AstraZeneca, c'est du Moderna ou autre vaccin? Bon, je vais poser les deux questions, comme ça tu réponds en même temps. Ensuite, par rapport aux pays africains, en dehors du Togo, quels sont aujourd'hui les pays africains qui ont financé eux-mêmes leur vaccination, c'est-à-dire qu'à la fois le vaccin et qui n'ont pas attendu le programme COVAX. Je sais que le Maroc l'a fait, mais je ne sais pas si toi, tu as d'autres informations sur d'autres pays africains qui se sont précipités eux-mêmes dès le départ à prendre en charge leur vaccination. Je te remercie. OK. Alors, le chiffre de 11,5 milliards, encore une fois, je n'ai pas trouvé de mention d'email officielle. C'est un chiffre qui a été lâché dans l'autre journal, hein, qui est ce débat sur YouTube qui réunit les protagonistes du journal L'Alternative. Mais je n'ai pas trouvé de mention officielle ni sur le site du gouvernement, etc. Alors, il y a eu jusqu'à présent 4 livraisons de vaccins au Togo, dont 200 doses du vaccin Sinovac. Alors, celui-là n'est pas fourni par COVAX, normalement. COVAX n'achète pas et ne distribue pas Sinovac. Donc, j'imagine que ça fait partie de l'effort togolais sur les 60%. Donc, 20% devraient être pris en charge par COVAX, 20% par l'Union africaine. Et ça doit participer des 20 autres pourcents. Alors, est-ce qu'ils l'ont acheté à prix coûtant? Est-ce que c'est la Chine qui l'a offert? Ça, il n'y a aucune mention. Mais il faut savoir que la Chine a une position un peu ambiguë, y compris sur ces questions de levée de brevets. Ils voient bien là, ils sentent bien là qu'il y a un espace de friction entre les pays africains et l'Union européenne. Donc, ils font attention à ne pas avoir de position trop tranchée pour pouvoir jouer éventuellement sur l'incompréhension que cela pourrait générer entre les partenaires et pouvoir se positionner là-dessus. Donc, je ne suis pas sûr qu'ils aient acheté cette dose, mais c'est sûr aussi que ce n'est pas COVAX qui a fourni ces 200 000 doses.
La deuxième question, c'était, rappelle-moi. Et par rapport aux pays africains, est-ce qu'il y a des pays Oui, oui. africains qui ont eux-mêmes, dès le départ, engagé des fonds pour acheter des vaccins sans attendre COVAX? Je sais qu'il y avait le Ah Maroc non, qui l'a non, fait. j'ai pas d'exemple de cela. D'accord. Non, je n'ai pas d'exemple de cela. Ça m'étonnerait pas qu'il y en ait quelques-uns, puisque COVAX, en réalité, n'a commencé à être déployé qu'en mars, hein, si je ne m'abuse. Et donc, on avait déjà commencé 2 mois à l'avance à parler de vaccination. Certains il y avait déjà des initiatives dans de la vaccination. Donc, ça ne m'étonnerait pas. Dans tous les cas, chaque pays africain sait qu'il a au moins 20% du besoin à couvrir par lui-même. Donc, dans tous les cas, chaque pays mettra la main à la poche. Et déjà, ils mettent plus ou moins directement la main à la poche avec ce que l'Union africaine négocie grâce à des banques. Hein, les gens qui nous volent, ils volent à tous les niveaux. C'est-à-dire que même quand on achète par des intermédiaires qui, soi-disant, sont là pour nous aider à négocier les prix qu'on paye, qui ne sont là non plus pas des acteurs africains. D'accord. Oui. Est-ce que tu as une idée sur aujourd'hui combien ont été dépensés en tout par les États, hein, et pour la fabrication des vaccins? Et tu as une idée sur les retombées pour les laboratoires? Ou bon, je sais pas. D'éventuels laboratoires africains. Non, 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 pas africains, parce que africains n'ont rien fait. Je ne crois pas que des pays africains ont des laboratoires capables de produire des vaccins. Mais donc, sur le plan Ouais, international, aujourd'hui, ouais, ouais. Ouais. Ah, combien les pays ont dépensé? Parce que je sais que les Américains ont dépensé plus de 1000 milliards. Mais est-ce que tu as une idée sur aujourd'hui combien les vaccins contre la COVID ça a coûté et quelles sont les retombées pour les laboratoires? Alors, bon, ça n'a rien coûté au laboratoire. Hein, il faut vraiment que ce soit clair. Aucun laboratoire ne peut dire qu'il a fourni un effort. Ils ont eu toutes les mesures d'incitation possibles, y compris la révision des procédures habituelles de validation. Donc, eux, ils n'ont rien, ça ne leur a rien coûté, sauf à chercher. Alors, combien les pays ont mis? On a des exemples, y compris directement dans du financement au laboratoire, mais aussi dans des programmes comme COVAX. Mais tout ça est très nébuleux, en fait. Les pays, à travers les ministères de la Santé, ont soutenu leurs industries. Les pays ont soutenu des programmes de facilitation comme COVAX, qui eux-mêmes ont ressoutenu la phase de recherche chez les industries. Donc, les industriels ont pris directement chez leurs États, mais ont aussi pris sur des programmes dits internationaux, etc., etc. Et maintenant, combien ils ont gagné? J'ai un slide normalement là-dessus, si j'arrive à le retrouver, où vous avez les chiffres de Moderna et Pfizer, et c'est juste effarant. C'est des business qui ont explosé en 2020. je pense que tu avais parlé d'un montant de 483 milliards de dollars, Ça, je c'est la crois. bourse que le ministère de la Santé a octroyée à Moderna. Ah oui. Ah, ça, Mais c'est à ça, c'est Moderna juste ce qu'ils seul. ont. Oui, à Moderna seul. Waouh. Ça, c'est ce qu'ils ont pris auprès de la BARDA. C'est ça, de la BARDA, qui Oh, oui. est une instance du ministère de la Santé. Mais ils n'ont pas pris que ça, évidemment. Ils ont aussi eu de l'argent de l'OMS via ce programme pour l'innovation qui est le CEPI. Le CEPI qui participe à COVAX. Donc, si le CEPI avait déjà donné à Moderna, le CEPI à l'intérieur de COVAX aurait dû insister pour que Moderna offre et pas qu'on lui achète. Donc, CEPI a financé directement et il a ensuite acheté via COVAX un produit qu'il avait déjà financé. Mais est-ce Euh, que… Pardon, François, vas-y.
Non, tu peux aller, hein, parce que je peux poser après. Pas de souci. D'accord. Moi, je voudrais savoir juste s'il y avait un organisme qui vérifiait les… Parce que j'imagine que les financements qui ont pu être accordés à ces laboratoires, ils ont été accordés en échange de certaines conditions, en dehors de la mise à disposition du brevet. Je pense qu'il devait y avoir peut-être d'autres conditions, je ne sais pas, mais est-ce qu'il y a un organisme qui est chargé de vérifier justement le respect de ces conditions-là? Est-ce que tu as trouvé un organisme comme ça? Non, justement, et c'est ce sur quoi alertent toutes les organismes de la société civile, médecins du monde, etc., que non seulement les contrats sont très… enfin, c'est pas clair du tout la façon dont… tout semble avoir été fait pour Moderna en réalité. Et qu'on a acheté chez AstraZeneca et Pfizer par défaut au début, en attendant que Moderna soit validé. Et dès que Moderna a été validé, et une validation express, hein, encore une fois, Moderna est devenu le principal interlocuteur dans le portefeuille de COVAX. Mais ceci dit, ça ne met pas pour autant Moderna en concurrence avec les autres, puisque les autres ont de l'intérêt dans Moderna. Donc, et beaucoup d'organismes dénoncent cela. Première chose, les contrats. Deuxième chose, les obligations de ceux qu'on a aidés hier, puisqu'ils n'ont aucune obligation d'ouverture des brevets, ça c'est clair. Mais les tests qu'ils ont faits, on ne les oblige pas non plus à communiquer les données. Donc, des gens ont fait des tests et chaque fois que le test était négatif, ils ont changé les conditions. C'est-à-dire que le double aveugle, par exemple, sur lequel on mettait en défaut un certain nombre de traitements, n'a pas été exigible pour les vaccins. Certains l'ont fait, mais chaque fois qu'ils ont fait et que ça ne validait pas le vaccin, eh bien, ils ont changé eux-mêmes la règle du test pour faire un autre test qui pouvait les valider. Donc, c'est cette comment dire, cette condition un peu d'exceptionnalité a permis de faire accepter, de faire passer un certain nombre de choses en réalité. J'ajoute aussi que on a compris après que toute la résistance qu'il y avait eu sur le traitement et toute la défiance qu'on avait manifestée face au traitement, notamment AstraZeneca. Non, là, je ne parle pas des vaccins, je parle des traitements, notamment Raoult, là. Oui, le traitement de la chloroquine. Voilà, notamment la chloroquine. C'était pour faciliter l'arrivée sur le marché des vaccins parce que ce qui légitime un vaccin et surtout ce qui légitime que le vaccin passe rapidement un certain nombre d'autorisations, c'est qu'il n'y ait pas de traitement jugé efficace contre le mal. Donc, on a fait, en quelque sorte, entre guillemets, exprès d'invalider les traitements qui existent et les médecins s'en plaignent pour pouvoir justifier qu'on active l'aspect vaccin. Et des médecins disent que nous, on traite très bien, on n'a pas besoin de vaccin, mais ça ne pourrait pas être dans le discours officiel parce que ça invaliderait même la logique des vaccins. Donc, si je comprends bien, c'est l'absence de traitement médicamenteux qui subordonne la validation du vaccin. Voilà, c'est s'il y a un traitement, normalement, on ne réfléchit même pas à produire. On bloque tout de suite l'idée du vaccin parce que le vaccin, c'est injecté le mal à l'intérieur de la personne. Oui, c'est-à-dire que on va encourager les recherches pour un vaccin si et seulement si on est sûr qu'il n'y a pas de traitement efficace contre le mal. Voilà. Mais c'est ça. Ce qui me choque dans ce que tu as exposé là, c'est surtout que ce sont les laboratoires qui fixent les critères scientifiques de validation de leur vaccin. Et donc, quand ça les arrange, ils le modifient. Exactement. Ils revoient les critères jusqu'à ce qu'ils obtiennent un résultat positif
de leurs faits et on ne leur demande pas, en fait. Ils ne passent pas par une procédure, on va dire, en guillemets, standard, parce qu'on est dans une circonstance exceptionnelle. Et ça me rappelle justement le cas AstraZeneca, parce que AstraZeneca, on se rappelle que au départ, ils avaient donné à la sortie de leur vaccin, d'ailleurs qu'ils ont exposé dans un rapport qui a été remis à la Commission européenne, ils avaient avancé un taux d'efficacité de 70% sur, alors, indifféremment. Donc, ils n'avaient pas précisé non plus quelle était la cible de la population sur laquelle cela marche. Et on se rappelle que après. Et quand tu dis laboratoire, c'est plus juste de dire le marché, en fait. Oui. Parce que, en fait, dans cette crise, le bon sens a été déplié énormément. C'est-à-dire un certain nombre de logiques ont été revues, justement parce qu'on était dans un état d'urgence. Le seuil épidémique a été revu. En 3 fois parce que ça favorisait le marché. D'accord. On voulait très vite qu'on rentre dans une logique d'achat de vaccins. Les tests réglementaires ont été revus et même laissés à l'appréciation des business. Tout ce qui pouvait favoriser le marché, on n'a pas hésité à bousculer le bon sens pour cela. Par contre, pour tout ce qui pouvait contraindre le marché, là, on est resté très rigide. Par exemple, la situation d'urgence sanitaire autorise la réquisition de vaccins, tout simplement. C'est-à-dire qu'une fois que Moderna, etc., ont développé leurs doses, les États auraient pu tout simplement s'approprier ces doses-là, mais on n'a pas activé cette possibilité-là, par exemple, tu vois. C'est pour ça que la position de la Suisse, qui est de dire, dans une situation de crise, il vaut mieux rester stable parce que c'est le moment où les fondamentaux doivent demeurer plutôt et ne pas être bousculés, est tout à fait risible parce qu'on n'a pas hésité à bousculer les fondamentaux chaque fois que cela pouvait permettre de faire de l'argent. D'accord. Donc, en même temps, pardon, il faut noter que la Suisse vit de son industrie pharmaceutique. Hein, donc, chacun tire, comment dire, chacun voit son intérêt quoi, dans le jeu. Mais c'est la logique de marché qui a gouverné. La logique de marché, tout à fait. Oui. On est d'accord. Je veux renchérir à ce que cela me vient de dire, que durant toutes ces crises aussi, il y a eu très peu de démocratie dans la prise de décision et aussi dans tout le développement même des vaccinations parce qu'on n'a pas donné la parole à ceux qui étaient contre. On a tout fait pour, même sur le plan médiatique, hein, on a tout fait pour ne pas laisser la parole à ceux qui ont un discours différent de ce que nous a vendu durant toute la crise. Même lorsqu'on évoque le professeur marseillais, il y a d'autres professeurs, que ce soit en France ou aux États-Unis, qui avaient une autre vision des choses, à la fois au niveau des médicaments, c'est-à-dire qu'on n'a pas laissé du tout la place aux médicaments. On n'a rien fait pour voir s'il y a des médicaments déjà existants ou est-ce qu'on peut aussi produire des médicaments contre cette maladie. Tous ceux qui ont pensé à autre chose ont été totalement écartés du jeu. Il y a par exemple le professeur Perron qui a même été licencié à cause parce qu'il avait émis quelques réserves par rapport au vaccin et qui avait dit qu'il y a d'autres façons de guérir sans passer par la vaccination. Donc, c'est-à-dire qu'on a encore assisté une fois de plus que le monde est aujourd'hui guidé par le capital, par le marché et que par le bon sens, quoi, que tout est aujourd'hui fait pour que un certain nombre de personnes puissent être riches, toujours être riches, et que c'est toujours les pauvres qui payent le grand prix. Effectivement. Et ce que le cas du professeur Raoult en est la parfaite illustration. Hein. Comment il a été traité médiatiquement. Je pense que lui et le docteur Perron ont été les âmes sacrificielles de toute cette politique-là du marché. Lui, Franck, tu voulais rajouter? Oui, je voulais, est-ce que dans cette perspective-là,
Sénamé, est-ce que toi, tu penses que on va quand même arriver, malgré tout ça, malgré toutes ces difficultés, arriver à ce que les brevets soient open office sur les vaccins, justement? Je ne sais pas. Je vous avoue qu'avec l'entrée dans la danse cette déclaration officielle de Biden et Macron qui se sent un peu obligé d'aller dans ce sens, on pourrait tendre vers quelque chose, mais ce ne sera, dans tous les cas, hein, de mon point de vue, si les Africains ne mènent pas ce combat, pas quelque chose qui sera tout à fait émancipatoire. Ça va être une ouverture conditionnée, de sorte à préserver quand même un maximum l'avantage technologique des business occidentaux et surtout à préserver la manne. Donc, il risque d'y avoir un léger aménagement, mais rien de réellement révolutionnaire. C'est pour ça que ce n'est pas à Biden de mener le combat. Ça devrait être à nos dirigeants d'en faire une vraie affaire d'ouverture des données. Et s'il le faut, de cassage des brevets. Parce que si tous les pays africains y vont ensemble, ils peuvent décider de casser et se reposer sur leur capacité à produire eux-mêmes. Mais ça, un pays n'y va pas seul. Sinon, c'est coup d'État d'abord et puis reprise en main derrière. Tout à fait. Et puis, ce que j'ai lu un truc la dernière fois qui vient justifier ce que tu dis, c'est que vous savez, il y a tout récemment, la semaine dernière, il y a l'Union européenne qui vient d'interdire l'entrée sur son sol de tout ce qui est, c'est un laxatif que nous prenons très souvent chez nous et qui, en son nom français, c'est le séné. Je ne sais pas si vous le connaissez. Le séné, c'est ce qu'on appelle la Guagbé. Et depuis une semaine, l'intention est faite d'importer le séné. Donc, moi, je pense qu'on va vers plutôt cette logique qui consiste à interdire tout ce qui est naturel. Tout ce qui ne sort pas d'un laboratoire qui pourrait apporter une plus-value au laboratoire, justement, vont être interdits à la vente. On va vers cette logique-là plutôt, je trouve. C'est une loi je pense à ce que Sénamé a dit, et les conclusions du sommet sur le financement des pays africains tenu à Paris la semaine dernière, dans les conclusions, dans la conférence de presse qui a sanctionné ce sommet, Macron et beaucoup de chefs d'État, notamment le président zaïrois, mais congolais, Tshisekedi et le Sénégalais, ont quand même, dans la conclusion, ils ont quand même parlé du fait que les brevets seront levés afin de permettre aux pays africains de produire le vaccin. Ça fait partie des conclusions. Et moi, j'ai suivi la conférence de presse et Macron l'a dit, Tshisekedi l'a repris et aussi Macky Sall. C'était les trois qui avaient animé la conférence finale. Mais la question qui se pose, même si on lève les brevets, est-ce qu'aujourd'hui, nos pays disposent non seulement des laboratoires et la technologie nécessaire pour produire les vaccins? C'est-à-dire que les brevets peuvent être levés, bien sûr, mais est-ce qu'aujourd'hui, nous disposons de moyens à la fois techniques et nos laboratoires, nous avons des scientifiques pour produire ces vaccins dans nos pays? Ça, c'est la première interrogation. Et puis, moi, ça me renvoie vers le Cuba. Comment se fait-il qu'un pays comme le Cuba n'a pas entendu la levée des brevets et a produit à lui seul 5 modèles de vaccins? Le Cuba n'a jamais attendu à ce que ce soit les pays occidentaux qui financent ou bien qui vaccinent sa population. Aujourd'hui, la population cubaine est vaccinée à tel point qu'il y a aujourd'hui un tourisme vaccinal où vous payez l'avion, vous venez vous vacciner en Cuba. Donc, ça pose aussi la question de la souveraineté de nos pays. C'est-à-dire que moi, ça me fait quand même quelque chose d'entendre dire que des pays souverains, indépendants depuis plus de 60 ans,
attendre encore aujourd'hui que ce soit les Occidentaux qui lèvent leur brevet pour qu'ils soient vaccinés, quoi. Jusqu'à quand? Ça doit même faire réfléchir nos dirigeants. Quand moi, je voyais la dernière fois, à la fin de cette réunion, surtout Macky Sall. Macky Sall qui parlait comme si c'était une obligation morale à l'Occident de lever ça. J'avais peur, je dis, mais c'est pas possible. Comment vous pouvez aujourd'hui, des pays souverains, vous n'êtes pas capable pendant un an de vous mettre ensemble. Nous avons une organisation telle que l'Union africaine, nous avons la CEDEAO, et nous avons des organisations sous-régionales qui n'ont pas passé au moins une semaine à réfléchir sur comment nous pouvons mettre ensemble nos scientifiques, le laboratoire, voilà. Et on se projette comme si c'était un droit à ce qu'aujourd'hui, les pays occidentaux lèvent le brevet pour nous faire vacciner. C'est là où ça pose un problème sur le débat même africain, où il y a une forme où on accepte nous-mêmes notre infantilisation. Ce n'est même plus qu'on nous l'impose, mais on part du principe que nous sommes des enfants, nous sommes des gens qu'il faut aider. Ah, ça pose un problème. Oui, j'ai aussi suivi l'intervention de Macky Sall. Je l'ai trouvé très arrogant. Moi, c'est l'idée que j'ai eue. Il est quand même arrogant de quelqu'un qui ne produit rien, d'exiger d'être aidé. Ah oui, c'est ça. Ça faisait peur, quoi. Je dis, mais comment vous pouvez exiger? Mais moi, je suis d'accord qu'on lève le brevet. Mais il faut quand même savoir que il y en a qui l'ont financé, quoi. Et comme l'a dit Sénamé au départ, en disant que quand c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Il y a même, voilà, il y a aussi un Français, un économiste français qui a dit la même chose, mais en disant que si c'est gratuit, c'est que quelqu'un l'a payé. C'est-à-dire il disait, mais rien n'est gratuit. Ce qui est gratuit pour toi, peut-être que c'est gratuit pour toi, mais quelque part, quelqu'un l'a payé. Donc, si c'est gratuit pour nous, ou bien si c'est gratuit, c'est qu'on lève le brevet, il faut quand même accepter qu'il y a des gens qui ont payé ça. Il y a des gens par leur impôt qui l'ont payé. Il y a des gens qui ont financé derrière. Donc, les Africains doivent aussi être responsables à ne pas toujours se positionner comme des victimes en attendant toujours que ça tombe quelque part. Mais moi, je crois que cette pandémie doit faire réfléchir nos dirigeants et au lieu de les faire réfléchir, je les vois plus en position encore de victimes d'un système que des gens responsables qui se sont réveillés en disant, mais le monde est en train d'avancer, nous sommes où, quoi? Il y a quelque chose qui bouge, mais nous sommes où? Et ça, c'est ça qui pose problème, que nous ne prenons jamais conscience du fait que nous ne pouvons pas réclamer du respect ou bien nous ne pouvons pas toujours demander à ce qu'on nous respecte, à ce que l'Afrique ne soit pas vilipendée, à ce que le noir ne soit pas toujours battu ou bien vilipendé, si quelque part l'Afrique même ne s'impose pas dans le Conseil des Nations en tant que continent responsable, souverain et qui prend en charge ses besoins. Oui, je serais curieux de savoir quelle est la part de PIB consacrée à la recherche justement dans chaque pays africain. Mais tu as une idée sur ça ou pas? Non, du tout. Mais effectivement, ce serait intéressant de regarder. Ce serait intéressant de regarder. Tu sais, c'est vrai que ce serait intéressant d'avoir des chiffres comme ça, mais déjà, ce que dit François est important et crucial, c'est que les pays africains, déjà individuellement, ne se mettent pas à penser la recherche. La recherche et le développement, c'est quelque chose de crucial. Aujourd'hui, les pays européens investissent beaucoup d'argent dans la recherche pour pouvoir obtenir ce qu'ils ont comme résultat scientifique aujourd'hui. Nous, à notre niveau, au niveau individuel, les pays ne font rien, ne pensent pas, ne réfléchissent pas à cela. Et c'est ce que François vient de dire, c'est problématique. Et au niveau de l'Union africaine, comme tu l'as dit aussi, j'ai constaté que eux aussi, au lieu d'inciter à la recherche, ils sont aussi dans une démarche de simple achat. C'est-à-dire que oui, on donne de l'argent, on va s'en servir juste pour acheter des vaccins et pas forcément former des laboratoires, former des médecins pour réfléchir à comment est-ce qu'on va fabriquer des vaccins. C'est vraiment dommage. D'ailleurs, quand on voit que le Nigeria a mis 13 millions ou 13 milliards de CFA pour fabriquer un vaccin
pour fabriquer un vaccin, alors que le Togo met 11 milliards pour sa stratégie vaccinale. Je pense que là, on a vraiment deux politiques, deux politiques vraiment qui révèlent l'état de sclérose intellectuelle de nos pays. C'est-à-dire qu'on est coincé dans un état dont on n'arrive pas à se sortir. Comment est-ce qu'on peut, comment dire, c'est inadmissible, c'est aberrant. On ne peut pas confier plus de 11 milliards de CFA à juste de la stratégie vaccinale, sachant qu'on ne fabrique pas de vaccins, alors qu'à côté, on a un pays qui a 13 milliards pour fabriquer un vaccin. C'est complètement aberrant. Je veux dire, est-ce que nos dirigeants regardent un peu ce qui se passe autour d'eux? J'ai l'impression que non. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est le rôle d'un dirigeant, c'est d'avoir de la vision, c'est d'observer, d'étudier son environnement et de proposer quelque chose qui sied le mieux à son peuple, à sa population, à son État. J'ai l'impression que ce n'est pas ce qui est en train d'être fait. Voilà, moi, mon coup de gueule que je voudrais lancer. Et puis, c'est d'autant plus aberrant qu'on ne voit pas clairement une feuille de route, un plan d'action conçu par ce gouvernement. La feuille de route, on l'a. C'est COVAX qui nous donne la feuille de route. Et cette feuille de route… Oui, mais le plan d'action du gouvernement, ça n'apparaît pas clairement. On n'en a pas. Nulle part. Mais moi, on n'en a été pas. sur des sites… Mais Franck, on n'en a pas de plan d'action de gouvernement. Pour qu'on ait un plan d'action, il faut que le gouvernement s'assied, réfléchisse et dire, bon, voilà, déjà, est-ce qu'on a une réelle épidémie chez nous? Est-ce qu'on a réellement besoin d'un vaccin chez nous? D'accord. Et ensuite, si on a un vaccin, quel est le type de vaccin qui est le plus adapté à notre population par rapport à l'expérience, déjà, de ce qui est pratiqué chez nous? Et ensuite, à quel prix nous pouvons accepter ce vaccin-là? D'accord? Et si nous l'acceptons, pouvons-nous exiger un transfert de technologie ou essayer de former un peu plus nos scientifiques pour qu'ils puissent demain fabriquer ce vaccin eux-mêmes et que nous conquérions une autonomie scientifique dans le domaine dans 10 ans, dans 20 ans. Je veux dire, normalement, ce genre de choses se fait avec une perspective de 10 ans, 15 ans. Un vaccin se fabrique en 10 ans. Donc aujourd'hui, on devrait avoir un plan d'action, un programme défini aujourd'hui en disant, bon, écoutez, on investit 10 milliards dans la formation des médecins, des laborantins, des scientifiques, des chercheurs, pour que dans 10 ans, on ait un vaccin contre le paludisme, par exemple. Ce n'est pas le cas. On met 10 milliards juste pour accueillir, même pas pour acheter des vaccins, pour recevoir des vaccins gratuits, aller faire de la communication auprès de la population pour leur dire, regardez, on a des vaccins magiques pour vous. Vous n'êtes pas forcément une population forcément à risque, mais on a des vaccins magiques pour vous. C'est aberrant, c'est juste insignifiant, ça n'a pas de sens. 11 milliards du Togo, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Désolé, hein. J'espère que ça va… Non, mais tu as raison. Tu as raison, c'est pourquoi on ne peut rien rajouter. C'est totalement aberrant que, encore une fois, dans cette politique vaccinale, il n'y a aucune transparence. On ne dit rien aux Togolais, même en dehors de la vaccination, il n'y a pas de retour. On ne sait pas aujourd'hui par rapport à la population vaccinée. Il y a combien qui ont été vaccinés, combien de gens restent à vacciner. On ne sait pas. Est-ce qu'il y a eu des morts? Quels sont les retours? Est-ce qu'il y a eu une pharmacovigilance? On ne sait rien. C'est tout se fait dans une opacité totale. Mais justement, de cette pharmacovigilance, j'ai suivi une émission radio sur Canal FM où ils accueillent souvent des médecins qui viennent parler un peu de ce qui se passe. Ça devait être le club de la presse et Miwenenyo, je pense que c'est une émission de Nana FM. Et ces médecins, effectivement, on leur demandait, mais écoutez, après toute cette vaccination que vous avez faite jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire le nombre de cas secondaires, d'effets secondaires qui vous a été déclaré et quels sont ces effets secondaires? Ces médecins n'étaient pas capables de nous donner un chiffre, en fait. Il y a eu 2 médecins invités dans 2 émissions différentes et ils n'ont pas été capables de donner un chiffre.
En revanche, ils nous ont dit, ah oui, mais on nous a signalé, un peu comme dans les médias occidentaux, ah oui, quelques douleurs au point de vaccination, quelques fièvres, quelques maux de tête, mais s'il vous plaît, vous avez vacciné 100 000 personnes. Vous pouvez quand même savoir combien de maux de tête vous avez eu, combien de thromboses vous avez eu. La réponse qu'elle a faite, ce médecin ou cette médecin, à la journaliste qui lui demandait, mais attendez, vous n'avez jamais eu de thrombose? Elle a dit, mais vous savez, les thromboses, il y en a tout le temps, hein, vous savez. Vous pouvez aussi prendre un médicament contre le diabète et avoir faire de la thrombose. C'est la réponse que le médecin a donnée. Ouais, vous voyez, c'est complètement obscur, c'est irresponsable, quoi. Oui. Hein? Moi, j'ai un copain à Lomé dont la maman est décédée suite à la vaccination en début de ce mois-ci. C'est même un beau-frère à moi, c'est le cousin de ma femme. Leur maman est décédée après avoir été vaccinée contre la Covid, alors qu'elle était bien portante. Hein, elle n'avait rien, elle est partie voilà. se faire vacciner 2 jours après, elle est décédée. Mais on n'est pas en mesure, on ne sera pas en mesure d'établir un lien de causalité entre le vaccin et sa mort. Parce que personne ne veut. Il n'y a pas de suivi. Personne ne veut faire personne ne veut faire cette recherche de causalité. Là où il est urgent aussi d'alerter, c'est que on risque de perdre les bénéfices de la première vaccination, de la première dose, par manque de traçabilité. Parce que les personnes, les Togolais qui sont vaccinés la première fois, n'ont pas été recensés. Exactement. Tu y vas, on te pique. Si, ils l'ont, pardon de vous interrompre, ils ont été recensés. Il y a un carnet ou un pass vaccinal qui a été spécialement créé que chaque personne recense, enfin, vacciné a reçu. Mais ce n'est pas informatisé. Non, c'est-à-dire, je dis ça parce que normalement, il revient à l'État de rappeler ces gens-là pour dire que la deuxième phase de vaccination, depuis telle date. Est-ce que cette information a été largement diffusée? Je ne sais pas, je n'ose pas m'avancer dessus. Non, mais déjà en France, quand tu fais la première dose, moi, je ne suis pas vacciné, mais ma femme a été vaccinée. Et le jour où ma femme a été vaccinée, quand elle est rentrée, elle m'a dit, j'aurai ma deuxième dose. Elle avait la dose le jour où elle a fait sa vaccination. Donc, après, s'il y a un suivi, les gens doivent savoir à quel jour ils doivent vacciner. Ce qui pose même problème aujourd'hui en France, puisque les vacances arrivent. Donc, aujourd'hui, on réfléchit comment on va faire pour les gens qui partiront en vacances. Est-ce qu'ils peuvent se vacciner sur leur lieu de vacances? Si la personne part au Maroc ou bien part au Portugal ou bien à l'Italie, est-ce que la personne peut se vacciner? Ça, c'est maintenant le débat qui se pose en France déjà, parce qu'on pose déjà le problème en amont pour savoir comment préparer tout ça. Donc, est-ce qu'en France, est-ce qu'à Lomé, les gens ont déjà eu, dès qu'ils sont vaccinés, est-ce qu'ils ont le jour ou bien la date et l'heure de la deuxième vaccination? Non, justement, ils ne l'avaient pas dès le départ. Ils avaient un créneau, on leur a dit, normalement, vous devez prendre une seconde dose dans tel créneau. Je crois que c'était 4 ou 6 semaines, si je me rappelle bien. Après, il faut jongler avec la disponibilité. Donc, il fallait attendre que la seconde vague de COVAX arrive ou que les 40 000 ou 20 000 doses que l'Union africaine a offertes arrivent, etc., etc. Je pense ici que notre État est beaucoup dans je ne vais pas dire dans le suivisme, mais je crois qu'on a exagéré ou qu'on est allé trop vite au-devant des choses. Les plus de 60 ans, donc la population la plus à risque au Togo, c'est 3% de la population. Du coup, il n'y a pas vraiment d'urgence, en tout cas, à mon avis, en tout cas, il n'y avait pas vraiment d'urgence à vacciner. Mais comme ces dernières années, l'État veut se montrer champion du multilatéralisme ou un État qui aime prendre les devants sur ce genre de questions, la population en a fait les frais. Et jusqu'aujourd'hui, nous, on se demande si le sommet de l'État s'est fait vacciner parce qu'on a vu la première ministre se faire vacciner. Mais je ne pense pas que le président de la République lui-même se soit fait vacciner. D'ailleurs, même quand les masques sont devenus obligatoires, pendant longtemps, publiquement, ils n'en portaient pas. Du coup, aujourd'hui, partout, que ce soit au Togo ou en France, je crois que ce sont les populations qui sont les dindons de la farce.
que ce soit par rapport au ping-pong entre je sais pas dire l'incompétence, mais les tâtonnements des gouvernements au départ, entre les accointances, entre l'OMS et des intérêts privés, entre les gouvernements et des intérêts privés. Je crois que c'est Namé l'a dit dans son développement. Bill Gates, c'est quand même des intérêts dans 3 des vaccins contre la COVID-19, quoi. C'est énorme. Ça dit partout, le gars est gagnant, devrait se poser beaucoup plus de questions qu'on ne se pose sur son rôle dans la gestion, dans l'orientation de la gestion de la pandémie. Donc, ici, je ne sais pas trop quelle était la marge de manœuvre des gouvernants ou quel a été les paramètres qu'ils ont pris en compte dans les décisions. Est-ce qui les motivait? C'est une relance de l'économie, en sachant qu'on n'a pas vraiment eu une cessation réelle des activités. Est-ce que l'objectif, c'était juste de se montrer bons gestionnaires de pandémie? Ils ont été primés, déclarés second meilleur gestionnaire de la pandémie en Afrique derrière le Rwanda. Je crois que c'était en mars ou en avril, je ne sais plus exactement. Est-ce que c'était ça l'objectif? Ou c'est vraiment motivé par une volonté d'atteindre l'immunité collective, comme ils ne savent pas vraiment exactement ce que ça veut dire, ou ils n'ont pas d'autres solutions à apporter en force pour aller vers la vaccination. Et là, ils vont commencer la semaine prochaine la vaccination des étudiants dont je fais partie, mais bon, je ne pense pas que je vais me faire vacciner. Et on ne sait pas très bien ce qu'on prend, en fait. C'est-à-dire, vous recevez les vaccins, on vous dit, vous pouvez les conserver comme ça, vous les donnez comme ça à tel intervalle, mais vous, à votre niveau, vous n'avez pas les moyens de prendre un vaccin, de l'étudier, de dire, bon, en fait, c'est composé de ça, ça, on ne veut pas pour notre population, ça, c'est assez dangereux, pourquoi c'est passé aussi vite, etc., etc. Vous prenez, vous administrez, vous prenez, vous administrez. Et il y a un mélange aussi dangereux, que moi je trouve dangereux au niveau des pays africains. C'est qu'au Togo, par exemple, on a pris AstraZeneca. Actuellement, on a 2 vaccins chinois en plus, Sinovac et Sinopharma. On a signé un accord avec les Russes pour prendre un peu de Sputnik 5, etc. Du coup, finalement, vous mélangez les vaccins. Et quand il va s'agir de faire face peut-être aux conséquences ou aux effets secondaires, vous faites comment quand vous avez un tel panel de vaccins que vous avez acquis, que vous avez distribué de façon sur les mêmes protocoles, et comme ça, vous ne savez pas, ça va être compliqué à gérer après, quoi. Ça va être très compliqué à gérer. Et on nous a longtemps expliqué pendant que des gens mouraient de coagulation au début des campagnes de vaccination européennes, que l'AstraZeneca ne représentait aucun danger. Aucun, c'est-à-dire aucun. Il y a des gens, des médecins qui sont passés sur des radios de télévision pour dire que le risque était vraiment, vraiment minime. Mais j'ai des camarades en fac de médecine qui m'ont confirmé que des gens ont souffert de thrombose, qu'ils ont même un collègue qui est mort de thrombose suite à la vaccination. Comme le disait M. François, il y a des vieux, des pépés, des mémés qui sont mortes 1, 2, 3 semaines après la vaccination. Maintenant, il n'y a aucun médecin légiste ou quelqu'un qui veuille constater le lien ou juste creuser pour voir s'il y a un lien entre la vaccination et le décès de la personne. Parce que c'est politiquement, on va dire, incorrect, parce que l'État ne veut pas aller dans ce sens-là. L'État ne veut pas entendre qu'il y a un problème avec les vaccins et on inocule, et on applaudit. C'est ça le souci à Lomé aujourd'hui. Oui. Et je pense que, alors, Sinam, est-ce qu'il est là pour apporter un élément de réponse? Non. Mais Oui, je suis là. Ah, ok, voilà, d'accord. Donc, tu as entendu l'intervention de Clétus. Je ne sais pas si tu voulais peut-être… Oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Juste quelques points, parce que je pense qu'on ne va pas tarder à conclure, non? Clétus a raison de dire que moi, un des premiers éléments qui m'a interpellé, c'est le fait que ce soit les Occidentaux qui marquent le pas, en fait.
Et ça, je crois que ça participe d'une certaine logique d'uniformisation du monde. C'est-à-dire qu'on est en face d'une crise qui est biologique et évidemment qui ne peut pas être pareille au nord et au sud. C'est-à-dire qu'on ne vit pas les mêmes situations en réalité. Donc, on ne peut pas avoir une sorte de logique commune, même si, parce qu'on est dans une pandémie, il faut qu'on décide globalement. C'est-à-dire que les stratégies doivent être diverses, même si c'est concerté. Et nous, on avait dans tous les cas plus de marge. On n'était pas dans les mêmes circonstances de stress que les Occidentaux. Exactement. Et on n'était pas obligé d'aller aussi rapidement à la vaccination, en tout cas pas en suivant un rythme qui par les Occidentaux. Les Africains auraient dû définir leur propre rythme par rapport à ce qui était la préoccupation localement. Évidemment, à concerter avec les partenaires, puisqu'on voyage aussi, il ne faudrait pas qu'il y ait des zones complètement safe et d'autres qui continuent à propager le truc. Mais cette idée que c'est l'Occident qui a son agenda et des bons ou des mauvais élèves en Afrique, c'est ça qui est inquiétant. Mais ça s'explique très simplement par le fait qu'en réalité, on n'a pas de dirigeants, on a des gens qui sont aux ordres, qui sont là effectivement pour déployer un agenda qui n'est pas le leur. Qui n'est pas le nôtre. La deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est une idée amenée par Franck, qui est un truc sur lequel je travaille en ce moment, qui est effectivement la méfiance vis-à-vis de tout ce qui est naturel. C'est une des caractéristiques de notre époque, qui tend à une sorte d'artificialisation généralisée, encore une fois drivée par le marché. Le marché veut faire de plus en plus artificiel pour pouvoir tout vendre en fait. Et tout ce qui est encore naturel et qui aurait une valeur ajoutée par rapport et qui pourrait être une contrainte au marché, le marché le criminalise. Donc, on l'a vu avec l'artémisia. Franck a donné un autre exemple que je ne connaissais pas. Oui, c'est le séné. Ouais, voilà. Donc, c'est une tendance de fond pour tout rendre marchandisable en réalité. Et tout ce qui va quelque part soigner une maladie qui ne passera pas par le filtre du marché, va de plus en plus devenir suspect. Et on va mobiliser tous les principes de précaution qu'on contourne allègrement quand ça peut faire gagner de l'argent pour, dans ces cas-là, les renforcer. Et c'est un problème singulièrement pour l'Afrique parce qu'on est un des derniers réservoirs du naturel, en fait. Et là aussi, il y a un combat que nous, les Africains, nous ne savons pas mener, mais que les Sud-Américains, par exemple, les Indiens, etc., ils savent très bien mener ces combats-là pour la protection du vivant, la biodiversité, etc. Et c'est aussi une compétence qu'il va falloir développer dans nos pays parce qu'il y a cette tendance de fond pour une artificialisation générale. On va prendre une essence qui règle directement le problème, on va la faire passer par un filtre pour en faire un produit marchand, pour régler plus efficacement le problème, mais pour le maintenir de sorte à en faire une rente. Même les vaccins dont on parle, on comprend petit à petit que ça ne va pas être deux doses et c'est fini. Hein. Ça va être des abonnements vaccinaux. Vous allez revenir tous les 6 mois à partir de voilà, exactement. Donc voilà, c'est ce que je dirais moi, peut-être pour conclure. Ouais. Je voulais aborder dans le sens de Sénamé en disant que, en fait, ce que tu dis, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Il y a même un Camerounais qui a écrit là-dessus. Il faut que je retrouve l'article. Qui a écrit un article là-dessus. C'est un doctorant camerounais qui a fait un article là-dessus et qui a montré même dans son article, je retrouve ça, c'était très intéressant. J'avais même publié sur Facebook, qui a montré qu'aujourd'hui, il y a même des groupes pharmaceutiques étrangers qui s'approprient, qui vont dans les villages en Afrique et qui s'approprient même de la pharmacopée africaine, c'est-à-dire qui demandent aux anciens de leur montrer comment on utilisait les arbres, les plantes pour guérir en Afrique. C'est comme si ils rachetaient un peu l'intelligence africaine et que nous-mêmes nous avons abandonné. C'est-à-dire que ça, c'était très intéressant. Et qui rachètent, et qui demandent des plantes, quelles sont les plantes qu'on utilisait avant pour soigner telle maladie en Afrique,
quelles sont les procédures, parce qu'ils ont compris très tôt que les Africains eux-mêmes ont abandonné cette pharmacopée pour s'intéresser à la pharmacopée occidentale en courant derrière les médicaments, alors qu'il y avait des richesses dans nos traditions, il y avait des pratiques aussi dans nos traditions qui sont popularisées. Moi, je prends un cas très simple. Il y a bien longtemps en France, moi, je me rappelle quand je suis arrivé en France, on parlait très peu de yaourtcoumi, de beurre de karité. Aujourd'hui, ce beurre de karité, on le trouve partout. Et partout en France, il est utilisé dans la cosmétique, il est utilisé un peu partout. Avant, on ne s'intéressait pas. Donc, ça veut dire qu'il y a une richesse africaine que nous-mêmes avons abandonnée. C'est pourquoi je suis d'accord avec toi, Sélamé, mais moi, j'ai toujours tendance à... Moi, je trouve que le marché, c'est-à-dire que le capitalisme, c'est son moteur, c'est sa nature. Le libéralisme, c'est sa nature. Mais c'est à nous aussi de se poser des questions sur nos propres... Pourquoi nous abandonnons? Pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas en Afrique des gens qui s'occupent de ça? Pourquoi nous-mêmes, nous ne faisons pas de travail là-dessus? Pourquoi on doit attendre à ce que toujours le médicament doit venir de la France? Moi, je donne un exemple très simple. Quand j'étais enfant, j'avais éclaté en dessous de mon oreille un petit bouton. Puis quelques jours après, j'avais le visage qui était enflé au point où j'étais en 5e. Je ne pouvais même pas aller au collège. Et on m'a amené à l'hôpital, on m'a prescrit des antibiotiques. Je prenais des antibiotiques. Et tous les soirs, j'allais chez une infirmière dans le quartier qui m'injectait des antibiotiques. Et ça diminuait, mais pas au même rythme. Et puis un jour, il y a un oncle à moi qui est venu à la maison par hasard, qui passait voir ma mère et qui m'a vu, il m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère lui a expliqué, mais s'il y avait un petit bouton ici, en fait, c'était un fait de staphylocoque. Et que j'ai éclaté, et puis voilà, qui a produit ça. Et mon oncle avait dit à ma mère, ah non, de laisser les antibiotiques, d'aller acheter Afiti, je ne sais pas si vous connaissez Afiti, voilà, et de faire une pâte d'Afiti et de me mettre ça sur toute la partie enflée. Je vous assure qu'en 2 jours, ça a produit du pus, ça s'est éclaté, et après on a nettoyé, et 2 jours après, j'étais à l'école. Et ça m'a marqué, ça m'a marqué. Aujourd'hui, est-ce que cette prophylaxie est utilisée en Afrique? Je ne sais pas. Et cet oncle-là, il est décédé depuis très longtemps. Voilà. Donc, c'est pourquoi je dis toujours, c'est vrai que le marché aujourd'hui nous impose des règles. Tu as raison, aujourd'hui, tout est devenu vendable. On veut tout vendre bientôt. On va vendre les utérus des femmes pour produire des enfants pour ceux qui n'ont pas d'enfants, etc. On le sait. Mais quelle est la réflexion africaine par rapport à cet envahissement d'une culture que nous abandonnons notre propre culture en épousant? Voilà. C'est-à-dire qu'il y a même au sein des intellectuels la réflexion que tu es en train de conduire. Aujourd'hui, quand tu viens même au Togo, chez les intellectuels africains, mais il faut s'occidentaliser. Il faut que le petit garçon ait la PS4 comme en France. Il faut on vit, voilà, à Lomé, des gens imposent à ce que les enfants parlent français. C'est que moi, je trouve ça aberrant. Quand on est à la maison, j'ai trouvé ça à Lomé. On est imposé aux enfants de parler français. Donc, cette façon d'épouser l'Occident dans cette travers, sans que nous remettions en question que nous sommes en train d'être manipulés, qu'il y a des gens qui ont besoin de nous extraire de nos cultures pour en faire un produit, comme tu l'as dit, c'est ça qui pose un problème. Exactement. Mais est-ce que... Tu as tout à fait raison, tu as tout à fait raison. Et là maintenant, mais il faut qu'on puisse s'organiser et comment dire, prendre conscience à nos populations de l'importance qu'il y a à conserver cette culture-là. Parce que ça va au-delà même de la culture. Je vais vous dire une chose toute banale. J'ai commandé des graines de corette, ce qu'on appelle au Togo, à Démé, que je plante ici. Ça pousse bien. Et cette année encore, je n'en avais plus. Et cette année encore, j'ai commandé. Ce sont des graines OGM qui sont vendues à nos agriculteurs. C'est-à-dire que tu les prends une fois récoltées, ça ne pousse plus. Et j'étais obligé de passer par Cocopédie. Cocopédie, c'est un organisme ici qui vend les graines
d'un peu de tous les pays. Et je les ai mis quoi, il y a une semaine et ça commence déjà pas à pousser. Or, les graines que j'ai reçues du Togo il y a un mois que j'ai mis à terre, ça ne pousse pas. Ça ne pousse pas. Ouais. Donc, moi, je suppose que comme il y avait un plan à Lomé, je ne sais pas si vous avez entendu parler, où des Anglais ou les Américains venaient distribuer des graines à Les intrants, nous. ouais. Ce sont des graines OGM qu'on leur donne et en contrepartie, eux, ils prennent notre graine qu'ils vendent dans les structures comme Cocopelli et autres. Voilà, donc c'est ce que je voulais rajouter. Il faut qu'on trouve un moyen de faire prendre conscience nos populations sur l'importance de créer un grenier où on mettra en, comment dire, en conservation ces graines pour, pour l'avenir, quoi. Pour perpétuer. Mais tu sais, ça encore, c'est le pouvoir public qui gère ça, hein. La distribution des intrants aux agriculteurs, je pense que c'est un peu géré Oui, par oui, mais par le pouvoir public. je te comprends tout à fait. C'est le Ça devoir reste encore... oui. Mais il Mais, faut quand même, si la conscience est prise, je crois que, bon, vu la démission du gouvernement, on peut parler de démission sans hésitation, hein. Je crois mais que est-ce que ben, dans ce domaine précis, le côté pervers de la chose, je pense que même, peut-être c'est à confirmer, je pense que certains agriculteurs, on conditionne les subventions qu'ils reçoivent par le fait qu'ils reçoivent, qu'ils acceptent ces c'est intrants-là, vrai. tu vois. Oui, c'est oui. Mhm. Donc, je sais Bien pas, sûr, bien sûr. justement, Coco, enfin, Sénat, mais tu as dû constater ça. Est-ce que dans cette situation-là, est-ce qu'il y a une tendance inverse de certains agriculteurs, de certains locaux qui tendent à refuser les intrants OGM et à vouloir conserver coûte que coûte le côté biologique ou organique de leur plantation ou de leur culture? Oui, c'est ce que je disais. On n'a pas beaucoup cette culture-là du combat pour l'environnement Hmm. en Afrique. Pourtant, on a les mêmes fondamentaux anthropologiques que les Indiens. Mais les Indiens, tu vois, Cocopelli, par exemple, ils font beaucoup de choses avec les Indiens d'Amazonie, les peuples, en guillemets, ce qu'on appelle les peuples indigènes, Individuel, ouais. pour essayer, tu vois, de recenser les essences naturelles, les préserver, faire des banques de semences, etc. Voilà, c'est Et ça. en Voilà. Afrique, on est, voilà, à l'inverse de ces populations, on est très, l'Africain digère tout, en fait. L'Africain change rapidement, il accepte toute nouveauté. Et les ancrages, en réalité, ne sont plus si forts que ça. Donc, moi, je n'ai pas un seul exemple de paysan qui serait dans la résistance, refuserait, je n'en connais pas. Ah oui, tu vois. Si vous envoyez des exemples, ce sera des ONG qui eux-mêmes font ça pour être justement l'exception qui confirme la règle, c'est-à-dire qu'il y a des financements dédiés et ça va être par les mêmes, hein, ça va être encore Bill Oui, Gates qui va financer une les sorte mêmes voilà d'opposition d'exemple de organisée, résistance, quoi. voilà, opposition contrôlée, mais c'est pas des révolutionnaires, c'est pas Ouais. des gens organisés pour basculer le système, des gens qui sont complètement dans la marge, qui recréent leur propre réalité. Ça va être une ONG, même togolaise, donc des gens en fait qui sont des classiques, qui connaissent les subtilités pour capter de la subvention et qui vont lancer le bon projet avec les bons mots-clés pour avoir de l'argent et faire deux ou trois petits trucs, mais c'est pas ça qui va Change changer les les choses. choses. Et souvent, Malheureusement, je pense c'est que le des monde, ONG, pardon, je te coupe pas, souvent, c'est des ONG qui sont dirigées par des personnes de l'administration ou du gouvernement. J'ai remarqué ça, c'est hallucinant. oui, J'ai aussi, aussi. ouais, ouais, des ONG qui sont, en fait, on a des gouvernants, on a des députés, on a des administrateurs, des hauts fonctionnaires qui ont des ONG, qui dirigent des ONG de promotion de l'agriculture, de promotion de je sais pas quoi, ben, quelque chose de complètement absurde, inédit, tu verras nulle part ailleurs.
De mon côté, je peux dire qu'il y a une petite, je veux dire, enfin une organisation d'agriculteurs qui s'appelle, j'oublie un peu parce que je sais que j'avais écrit un article dessus. En reprenant un article qu'avait fait Le Monde, ils avaient envoyé quelqu'un sur place qui a fait un vrai dossier sur l'agroécologie au Togo. Donc, en fait, il y a un réseau d'agriculteurs togolais qui font la promotion de l'agroécologie, qui forment d'autres agriculteurs à l'agroécologie. Déjà, pour revenir, pour parler de personnes qui portent la cause à cœur. Ensuite, il y a d'autres qui pratiquent de l'agriculture biologique pour des raisons pécuniaires. D'accord. Il y a la filière soja par exemple, et la filière soja, par exemple, qui pratique l'agriculture biologique, surtout pour pouvoir exporter vers l'Union européenne. Le Togo se vante souvent d'être le second exportateur africain je ne sais pas si c'est spécifiquement de soja ou de produits agricoles biologiques vers l'UE. Du coup, en fait, le souci avec beaucoup de nos agriculteurs, c'est qu'il faut bien que ça rapporte. Oui. Il faut bien que le travail de la terre puisse payer l'écolage, puisse se permettre de construire la maison, etc. Du coup, si le conseiller technique du ministère vous dit, bon, il y a tel fertilisant phosphate, il y a telle semence améliorée, bon, toi le paysan, tu ne sais pas trop comment on a obtenu la semence améliorée, ben, le conseil technique te dit, prends ça, c'est bien. Toi, tu prends, tu veux le rendement. C'est ça aussi le nœud de la question. À quel moment on montre ou comment on fait pour que ça soit rentable pour le paysan? Je vous jure, si vous le montrez qu'avec de l'agriculture sans intrants artificiels, sans semences améliorées artificiellement, il peut avoir soit 10% de plus que son rendement actuel, voire plus. Il prend tout de suite, il ne discute pas. Il ne discute pas. En tout cas, sur la question de l'agriculture, c'est un peu ça d'abord. Oui, mais Clétus, le problème aujourd'hui, ce que tu poses, c'est vrai. Mais le problème aujourd'hui, c'est toutes ces améliorations qu'on apporte à nos agriculteurs pour les entrants ou bien pour tout ça, c'est pour produire des trucs qui ne nous intéressent pas. Aujourd'hui, tout le nord du Togo, il y a toutes des régions de Dapaon où on ne produit que du soja qui sont exportés aux États-Unis et en Europe et qui est financé. Et au détriment des cultures vivrières. Les cultures locales. Aujourd'hui, est-ce qu'on trouve normal qu'au Togo, que la pomme de terre vienne de l'extérieur, que l'oignon vienne de l'extérieur, et qu'aujourd'hui, beaucoup de choses, le riz, des choses qui coûtent extrêmement cher, alors qu'on peut les produire. Donc c'est-à-dire qu'on encourage la monoculture de produits qui ne sont pas vraiment consommés au Togo. Le riz qui est consommé par la majorité des Togolais est aujourd'hui importé quasiment à 99%. C'est insensé. Je dis, le maïs, l'oignon vient du Niger. Bon, et tout ça, tu vois, Clétus, voilà. Du Ghana ou de Burkina Faso. Et Clétus, tu dis effectivement qu'il y a comment dire, une considération économique de la part du paysan qui dit, bon, écoutez, moi, pour que mon activité soit rentable, il faut que j'utilise des produits, des intrants qui vont pousser vite, qui vont produire beaucoup et qui vont me rapporter un peu plus de marge. C'est vrai, mais rappelons-nous que l'histoire de l'alimentation, ça ressort quand même encore de pouvoir public. Il ressort. Oui, ça, je suis parfaitement d'accord. C'est à l'État d'encourager une culture en favorisant en faisant des incitations fiscales, en subventionnant telle culture aux dépens de telle culture, en encourageant les personnes locales à produire des produits qui sont consommés majoritairement localement afin de rabaisser le coût, le prix de ces produits-là, plutôt que d'encourager des cultures qui ne sont pas consommées sur place et qui sont pour la plupart destinées à l'exportation, donc avec très peu de valeur ajoutée. Ça n'est pas, je veux dire, c'est quelque chose qui ressort des pouvoirs publics. Il faut
politique alimentaire, il faut une politique agricole. Cette politique agricole doit se tourner vers l'intérêt de la population. Qu'est-ce que la population consomme en majorité? Privilégions cette culture-là. Tu vois? Privilégions ces cultures-là. Et il y a plusieurs façons de privilégier ces cultures. C'est d'imposer les cultures, c'est d'imposer les produits qui sont destinés à l'exportation, de les imposer de sorte que les personnes qui vont se mettre à faire ce business-là soient découragées. Tu vois? C'est d'imposer l'importation de ces produits-là de sorte qu'elles ne fassent pas concurrence aux mêmes produits qui sont produits, comment dire, oui, produits sur place. Les pouvoirs publics ont plusieurs leviers sur lesquels pouvoir jouer pour que la culture, pour que le paysan togolais puisse vivre de sa culture. Mais ils ne le font pas. Pourquoi? Pour des considérations économiques. Parce que ça leur apporte à eux aussi de pouvoir forcer la monoculture et de pouvoir avoir que, c'est pas normal que le mil ou le sorgho qui est consommé en majorité dans le nord du pays représente à moins de 5% de la culture du nord du pays. Ça n'est pas normal. Les paysans, les habitants du nord, comment ça s'appelle, de Dapon, n'ont pas connu le soja avant les années 2000, ou je sais pas. Le soja n'était pas une alimentation, je sais pas, une céréale normale, habituelle ou naturelle du nord du Togo. Le soja est arrivé, le soja est produit massivement, la plupart du temps, pour nourrir les cochons en Europe. Il faut le savoir, ça. Le soja est produit pour nourrir le bétail en Europe. Et ensuite, sert aussi à fabriquer de l'huile, additifs, de conservateurs pour d'autres aliments. Mais en majorité, le soja vient nourrir le bétail. Et ce qui reste est converti, je ne sais pas en quoi, et frit et distribué dans la population se nourrir de quelque chose qui est à l'origine destiné au bétail. Tout cela, il faut une vision claire des autorités publiques pour dire, bon, bah, écoutez, on ne peut pas continuer à avoir une population qui souffre, qui meurt, et qui crie tout le temps et dire que oui, le prix du bol de maïs, du bol de maïs augmente chaque mois. Là, je pense que ça a augmenté de fois 2 là, en 3 mois. Là. C'est passé de 500 à 1000, c'est 500 à 1000, je pense. Donc, ce n'est pas normal, c'est à l'État d'organiser cela. Je veux dire, on est là, il ne faut pas qu'on soit tout le temps dans l'attitude de subir. Soyons conscients que ces politiques-là, c'est réversible. Toutes ces choses-là sont réversibles. Oui. On peut le faire. Voilà. Et puis, ce que les gens ignorent aussi, c'est que le soja appauvrit les sols. Oui. Le soja par nature appauvrit beaucoup les sols. Donc, c'est pour cette raison que souvent, les organisations internationales ou bien ces ONG qui financent le soja d'Apan dans les quartiers leur donnent des entrants pour améliorer, pour nourrir les sols. Mais tout ça, ça appauvrit les sols. C'est-à-dire que ce sont des sols qui, d'ici 10 ans, seront des sols très, très appauvris. Et je vais dans le sens de EDEM en disant que comme on a inondé aussi nos marchés avec des produits venus de l'extérieur, aujourd'hui, il est plus facile de trouver du poulet et congelé sur nos marchés que de trouver du bon poulet et africain, des poulets qu'on appelle les poulets bicyclettes. On a inondé nos marchés de poissons venus de l'extérieur, pêchés à l'extérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Occident déverse sur nos marchés, hein, même pas son surplus. C'est-à-dire que des choses, des fois, on ne sait pas dans quelles conditions ils sont élevés. Ces poulets qui sont déversés, on ne sait pas comment ils sont élevés, avec quels produits, mais qui sont déversés sur nos marchés et ça appauvrit notre propre élevage. Aujourd'hui, c'est de la même façon avec notre pêche. Aujourd'hui, il est plus facile d'acheter du poisson surgelé que d'acheter du bon poisson frais pêché directement. C'est dommage que nous avons des codes, des populations qui ne sont pas nombreuses, qui peuvent profiter. Ce n'est pas comme en Occident où il faut produire en grand nombre parce qu'il y a des millions de personnes. Nous avons des côtes aujourd'hui qui sont des côtes où on peut mettre en place, l'État peut mettre en place une vraie politique halieutique pour produire ou bien des fermes pour produire du poisson pour que les Togolais puissent avoir de la protéine à bon marché et que d'acheter toujours des surgelés. Moi, j'ai vu à Lomé une fois sur un marché du poulet surgelé qui est décongelé avec une dame avec un truc éventail qui chassait les moutons, quoi. C'est grave que les gens mangent des choses comme ça.
Oui. Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous. Je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est à l'État de penser ce genre de politique et de les mener. Mais malheureusement, le nôtre ne s'inscrit pas encore dans cette dynamique-là. Malheureusement. Malheureusement. Et le constat que tu fais, c'est vrai que c'est un constat un peu alarmant, quoi. Et là, vous retrouvez, en fait, d'année en année, Oui. vous voyez que la situation s'empire, mais vous voyez que les politiques publiques les politiques publiques n'en prennent pas forcément conscience. Et comme il n'y a pas un renouvellement des personnes qui dirigent, c'est-à-dire ce sont les mêmes pratiques, du coup, c'est un peu un serpent qui se mord la queue quand un éternel recommencement. C'est pour ça que des fois, vous en débattez. Tout ce que ça fait, c'est de mettre une certaine douleur et un certain fatalisme quand vous savez que vous n'avez pas forcément les leviers pour faire changer les choses, en tout cas par rapport au degré d'urgence des problèmes. C'est aussi ça qui Mais il est triste. faut, C'est pour ça. Pardon? mais Titus, non, hein, il ne faut pas croire que, moi, je ne crois pas, même hein, en France où il y a du renouvellement politique, et il ne faut pas croire qu'il n'y a pas cette même mise des groupes, des groupes ou bien Des lobbies. des lobbies sur les choses. Hein. C'est parce qu'il y a des sociétés civiles assez fortes, des syndicats. En dehors de l'État, il y a d'autres institutions qui font pression quelque part. C'est ce qui manque en Afrique. C'est ce qui manque en Afrique parce que demain, on peut renouveler. Parce que vous savez, tous ceux qui aujourd'hui demandent du renouvellement au Togo, mais la On plupart a de ces encore 5 minutes. intellectuels, Hein. Oui. oui, je vais terminer, sont moulés ou bien appartiennent au même réseau. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que demain, si on change les choses au Togo, il y aura non. Si tant que il y a des groupes dans le monde qui ont besoin, on n'a pas le temps, quand on parle de l'OMC, qui nous dit les choses, par exemple, l'OMC aujourd'hui nous impose beaucoup de choses en Afrique. Donc, ce n'est pas nos dirigeants qui vont le faire. Donc, s'il n'y a pas de groupe de pression interne en Afrique, en dehors de politique, des sociétés civiles, et des intellectuels, d'autres personnes qui font pression, on peut changer les gens, des hommes à la tête de nos pays, mais ceux qui tirent les ficelles derrière la France, on a parlé de Bill Gates, tout ça, ça va être toujours la même chose. Non, ce que je dis, c'est pas qui, c'est-à-dire, les moyens de société civile française ou société civile européenne ne sont pas, et société civile africaine ne sont pas forcément les mêmes. C'est-à-dire que ça ne peut avoir prendre des initiatives pour le recyclage ou pour la proposition de solutions techniques en interne sur le plan local, mais il n'a pas forcément les moyens de développer peut-être une grande industrie qui va créer des solutions de recyclage. Ce n'est pas qu'il n'a pas la volonté, mais à certaines échelles, c'est pour ça que je dis par rapport au degré d'urgence du problème, les moyens de la société civile sont caducs, ne suffisent pas. Ne suffisent pas. C'est pour ça que il est peut-être important de réfléchir à comment on arrive à acquérir le pouvoir d'État, parce que en définitive, c'est lui qui a les moyens de changer les choses ou au moins d'arracher quelque chose au super pouvoir économique, à mon avis. Oui, mais il y a aujourd'hui des gens, il y a aujourd'hui combien de Sénat à Lomé? Il faut dire ça aussi. S'il est seul, c'est vrai, c'est normal s'il est seul à pouvoir avoir une telle compétence ou bien une telle réflexion, c'est normal. Donc, il faut susciter aussi plusieurs Sénamés. Il faut susciter beaucoup de gens aujourd'hui qui prennent encore aussi des problèmes sociaux et qui réfléchissent là-dessus. Je suis d'accord avec toi, je ne dis pas que ce que tu dis c'est faux, mais je crois aussi que c'est parce que nous n'avons pas sur le terrain aussi beaucoup de gens qui aujourd'hui sont conscients des problèmes auxquels sont confrontées nos populations et qui œuvrent là-dedans. Même sur le plan politique, c'est vrai. Il y a aujourd'hui, regarde l'état politique de nos pays. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui au Togo qui ont une vision hein, des problèmes que nous avons. Croyez-moi, okay. François, il y a de nouvelles vocations tous les jours. Je pense qu'on pourra faire un autre débat là-dessus. En tout cas, on va essayer de conclure sur ce débat-là. Je pense que c'est un élément positif pour conclure là-dessus. Le besoin d'avoir une société civile un peu plus active
et un peu plus actif pour constituer un contre-pouvoir aux déviances du pouvoir central. Franck, tu voudrais rajouter quelque chose? Et Séname, vous voulez rajouter quelque chose? On a 2 minutes. Et on conclut. Ah, pardon, Franck, ton micro est coupé. Bon, je disais que tout a été dit, hein, et on peut se servir de ta conclusion de ce tantôt comme le mot de la fin, à moins que quelqu'un a d'autres choses à rajouter. Séname. Merci, pareil pour moi. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Il reste quoi? Il reste 1 minute. Il faut juste qu'on décide des prochaines réunions. Donc, c'est Franck qui intervient prochainement. C'est ça? Tout à fait, oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Dans 2 dimanches ou le dimanche prochain? Non, le dimanche prochain. Hein. C'est dimanche prochain. D'accord, ok, mais c'est bon. J'avais proposé hier à ce qu'on discute